La chose venue des Barents par Jim Kelgard. Je ne pourrais jamais que deviner ce qu'était réellement la chose venue des Barents. J'ai vu les atrocités qu'elle a commises, mais jamais la chose elle-même. Pug Davenport, lui, l'a vu. Aujourd'hui, sa tête a littéralement été arrachée de son corps. Pug repose au cimetière de North City, et sa tombe devrait être honorée par le monde entier. Il a peut-être sauvé toute l'humanité, et à coup sûr les 500 personnes qui avaient fait de North City leur foyer. Mais écoutez plutôt mon histoire. Je me disais souvent que je ne savais pas pourquoi je restais à North City, la métropole la plus septentrionale du monde. Du moins, aimions-nous l'appeler ainsi après que la Blanding Corporation eut bâti notre ville, l'eut peuplée, puis abandonnée, le tout lorsque le radium se fut tari. J'aurais pu partir quand Blanding a quitté les lieux, encaisser mon dernier salaire et accepter un poste en Russie. Mais je ne suis pas parti. Et notre soi-disant métropole de 500 âmes ne s'est pas effondrée, non. Certains sont partis, certes, mais d'autres sont arrivés pour prendre leur place. Et la population est restée sensiblement la même. Moi, je vivais grâce à un revenu indépendant. Les autres faisaient ce qu'ils avaient à faire. Pete Gallagher a ouvert un magasin. Joe Herschel est arrivé avec un saloon. Quelques hommes faisaient des petits boulots. Mais la majorité des 300 hommes adultes encore présents partaient dans les Barents pour piéger le gibier. C'était une vie difficile. Les trappeurs disparaissaient pendant des semaines, parfois des mois, sans le moindre contact avec aucun être humain. Mais ils rapportaient de splendides renards blancs, des peaux de caribou, de loup, de martre ou de carcajou. Moi aussi, je m'aventurais parfois dans les Barents pour chasser le caribou ou le loup, mais je ne faisais pas de braconnage. Pour être franc, je manquais de la rudesse élémentaire pour partir avec quelques chiens, 3 mois de provisions et affronter une nuit arctique. Les vents hurlants, le froid et tout ce qui pouvait rôder dans ces étendues figées par l'hiver. Et puis je n'avais pas besoin d'argent. C'était une vie monotone, je n'avais jamais eu l'intention d'en faire une vie définitive. Je lisais beaucoup, faisais venir des livres pour rester au courant des avancées dans mon domaine. Mais quand je me disais que je ne savais pas pourquoi je restais à North City, je me mentais. Je savais très bien pourquoi je restais. Je restais à cause d'une certaine Marsha Davenport. Pourquoi une fille? Ne me le demandez pas. Je ne saurais quoi vous répondre. J'avais dîné et dansé avec ce que l'on prétend être les femmes les plus belles et les plus charmantes du monde, celles des salons de New York, de Paris, Santiago, Moscou. Et pourtant j'étais follement amoureux de la petite fille d'un trappeur de renards. Une jeune femme entièrement dévouée à son père ivrogne et inutile. Une fille qui ne m'avait jamais accordé plus qu'un sourire amical, ou peut-être une parole aimable. Mais je ne pouvais ni me contrôler, ni quitter North City sans elle. Si Pug Davenport avait emmené sa fille jusqu'au pôle Nord, je l'aurais suivi et j'aurais construit mon igloo aussi près du leur que possible. C'était ainsi. Marsha et Pug avaient débarqué à North City avec les tout premiers colons envoyés par la Blanding. Pug était un petit homme extraordinaire, le visage sillonné d'un réseau de veines rouges comme pris dans un filet. On disait qu'il était expert en explosifs. Personnellement, je soupçonnais que, dans une carrière aussi mouvementée que douteuse, il avait été expert dans à peu près tout ce qu'on peut imaginer, y compris le cambriolage de coffres-forts ou le vol. Quand Blanding s'est retiré, Pug est resté dans la maison qu'on lui avait donnée et s'était mis au braconnage du renard. Et Marsha, comment vous parler d'elle? Dire qu'elle avait presque 20 ans, qu'elle était belle, grande, souple, aux cheveux noirs traversés de reflets cuivrés. Mais ça ne suffirait pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui n'arrive qu'à un homme sur 1 million m'est arrivé à moi. Je savais que je ne pourrais jamais aller nulle part sans elle. L'avoir pour épouse aurait été l'accomplissement de tout.
Et si je ne pouvais pas la voir, alors être près d'elle serait mon second choix. Mais pendant les 20 mois qui avaient suivi leur arrivée à North City, Marsha n'avait vécu que pour Pug. Elle le ramenait chez eux quand il était ivre, c'est-à-dire chaque fois qu'il avait de l'argent. Elle le soignait pendant ses lendemains de cuite. Quand il était à la maison, elle passait tout son temps à lui préparer ce qu'il aimait. Et quand il était dans les Barrens, elle s'inquiétait, pour lui. Ce petit père ivrogne et sans valeur avait tissé autour d'elle un sort si puissant qu'elle semblait incapable de penser à un autre homme. Pourtant, elle devait bien penser aux autres. Elle était jeune, vivante, humaine. Un jour, je l'espérais, elle briserait sa coquille et me laisserait entrer. C'était pour ce jour-là que je vivais. Entre-temps, j'avais dansé quelques fois avec Marsha, et lorsque Pug était parti dans les Barrens, il m'arrivait d'aller la voir de temps à autre. C'était cela qui me faisait espérer. Les trappeurs de renards étaient sur leur ligne depuis 6 semaines déjà, et depuis 2 semaines, la demi-lumière de l'hiver avait recouvert North City, quand je sortis de chez moi et m'engageai dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Plus au sud, on en reçoit davantage qu'ici, et la plupart de celle qui tombe chez nous est aussitôt balayée par le vent. Depuis 20 jours, le vent venait de l'est, et de profondes congères s'étaient formées le long des murs orientaux des maisons. J'avais l'intention de descendre voir Marsha lorsque je distinguai vaguement une équipe de chiens couchés devant le saloon de Joe Herschel. Dès que je fus assez près, je reconnus l'attelage de Pug Davenport. Ce fut une surprise. Malgré ses habitudes, Pug était un dur à cuire et un tenace, et restait généralement dans les Barrens aussi longtemps que n'importe qui. Mais cette fois, je me suis dit que sa soif avait dû devenir insupportable. Manifestement, il venait d'arriver en ville et Marsha ne savait sans doute pas encore qu'il était là. Elle apprécierait certainement que quelqu'un lui donne un coup de main. Je poussai la porte du saloon. Herschel possédait sa propre centrale électrique. Chaque printemps, le navire de ravitaillement Nanook livrait à North City une vingtaine de fûts de 50 gallons d'essence pour l'alimenter. Je clignais des yeux sous l'éclat inhabituel de la lumière électrique et regardais le bar. 2 des résidents hivernaux de North City, Moose Hyde Allen et Al Pettigrew, y étaient accoudés. Herschel serait mort de faim s'il avait dû compter sur le commerce d'hiver. Son véritable profit, il le faisait lorsque les trappeurs revenaient. Les fourrures servaient de monnaie d'échange, et lui s'enrichissait. Ce jour-là, une énorme pile de peaux de renard blanc, plus grande et plus soyeuse que toutes celles que j'avais vues jusque-là, était entassée à une extrémité du bar. Et je m'approchai. « Qu'est-ce que je te sers, George ?»« Un scotch, sec. » Je fis tourner le verre qu'il me tendit et observai les peaux. Un renard blanc est une petite bête. Certains ne sont guère plus gros que des chats, mais ces peaux-là étaient presque de la taille de peau de loup, et pourtant c'étaient bien les péins des renards. Quelque part dans ces Barrens solitaires, Pug Davenport avait découvert une race de renards telle que l'homme n'en avait encore jamais vue. Ne souriez pas. Dépliez une carte du continent nord-américain devant vous, de Key West, en Floride, à Point Barrow, en Alaska. Vous n'y trouverez pas un seul endroit sans nom. C'est ce qui pousse certains cartographes et même quelques explorateurs à déclarer que le monde est un livre ouvert, sans nouvelles frontières. Et rien ne serait plus faux. Même s'il ne vous faut qu'un dixième de seconde pour déplacer votre doigt d'un point nommé à un autre, il pourrait vous falloir 100 jours pour parcourir cette distance à pied. Voilà ce que nous avions tout autour de North City. Des hommes étaient allés dans les Barrens, mais pas dans toutes. Même dans les États les plus densément peuplés, il existe encore des lieux où aucun homme n'a jamais posé le pied. Bien des choses dont nous n'avons jamais soupçonné jusque l'existence attendent encore d'être découvertes, parfois juste derrière notre maison. Je regardais de nouveau les peaux et notais leur taille et leur texture. En temps normal, à North City, il vaut mieux se mêler de ses affaires, mais je demandais tout de même. « Où est-ce que tu as eu tout ça, Herschel ?»« De la part de Pug Davenport. Il m'a dit d'envoyer la moitié de l'argent à Marsha et qu'il boirait le reste. Mais avec ça, il va pouvoir boire jusqu'en juillet. » Herschel me jeta un regard dur, sans vouloir offenser personne. « Verse-moi un autre. » Je pris le verre qu'il me tendait et, adossé au bar, je regardai vers le fond sombre de la salle.
Pug Davenport était assis, là, à une table d'angle, la plus sombre, la plus reculée qu'il ait pu trouver, une bouteille de whisky devant lui. Pendant que je le regardais, il leva la bouteille à sa bouche et avala l'équivalent d'une tasse à thé. J'attendis un instant. Pug pouvait être dangereux quand il était ivre. Puis je pris mon verre et m'approchai. « Salut Pug !» Il leva les yeux vers moi et se recroquevilla autant qu'il le put dans sa chaise. Sa main tremblante se tendit pour agripper le manche de mon parka. « George, assieds-toi près de moi, George. » Il tira une chaise et me força presque à m'asseoir. Puis il leva de nouveau la bouteille, prit une gorgée qui aurait mis n'importe quel homme ordinaire à terre, et sa main droite se referma fermement sur mon bras gauche. Je fronçai les sourcils. Quelque chose n'allait pas. J'avais connu Pug Davenport sous bien des aspects, mais jamais comme un homme effrayé. Il allait plus loin dans les barins que quiconque et se moquait de ceux qui n'osaient pas l'accompagner. Il avait toujours été prêt à affronter n'importe quoi. Mais là, à la façon dont il me serrait le bras et dans son regard fixé sur le mien, je sus qu'il était terrifié. Je me suis dit que Pug devait être au début d'un délirium très mince. Mais lorsque je bougeais, il murmura de nouveau. « George, ne me laisse pas seul, une seule seconde. Je ne sais pas pourquoi, mais ne pars pas. » J'étais profondément troublé. Je me ressaisis pourtant et tentai de le raisonner. « Tu as ramené une prise extraordinaire. Où est-ce que tu as trouvé ces renards ?» Il me regarda comme s'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Puis son regard erra vers la pile de fourrure sur le bar. Pendant une bonne minute, il ne dit rien. Puis il se mit à trembler, violemment. « C'est le pied noir. Le pied noir et le bâton. » « Quel pied noir? Quel bâton ?» Pug fixait le vide. J'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai essayé. Les arbres étaient tout verts là-bas, de grands arbres. C'est là que vivaient les renards. J'ai essayé de m'en débarrasser. Mais ça m'a suivi. Ça a attrapé Matt Brasil. Et tu devrais voir ce que ça lui a fait. George, ça va venir ici. C'était absurde. D'abord, il n'y a pas d'arbres dans l'Arctique. Ensuite, cette histoire de pieds noirs et de bâtons infligeant quelque chose d'horrible à Matt Brasil, un autre trappeur de North City, ne pouvait être que le délire incohérent d'un homme trop ivre. Quant à ce pied noir et ce bâton qui aurait suivi Pug jusqu'à North City, ce qu'il fallait ici, c'était Marcia. Je me levai, posai la main sur l'épaule de Pug et le secouai doucement. Pug, aucun pied noir ni aucun bâton ne peut t'atteindre ici. La porte est fermée. Une expression pathétique de soulagement et d'espoir passa dans ses yeux. Il marmonna quelque chose que je n'entendis pas. Je vais chercher Marcia. On te gardera en sécurité contre le pied noir et le bâton. S'il te plaît, ne bouge pas jusqu'à mon retour. Je remontai ma parka et sortis dans la rue balayée par le vent. Les 4 huskies de Pug étaient étendus dans leur harnais, endormis. Ils levèrent chacun la tête à mon passage. Je les avais déjà vus, bien sûr, mais seulement maintenant je remarquai combien ils étaient maigres et épuisés, et le sang qui tachait la neige sous leurs pattes. Un instant, je les observai avec malaise. D'où qu'ils viennent, Pug avait fait subir à ses chiens une épreuve terrible. Je me secouai. C'était idiot. Il ne pouvait y avoir la moindre vérité dans ce récit décousu. Des arbres verts et hauts, des renards plus gros que des loups, un pied noir et un bâton. Qui aurait fait quelque chose en plus d'horrible à Matt Brasil? Seuls les renards étaient réels. Et pourtant, où exactement Pug Davenport avait-il pris ses peaux? Personne d'autre n'avait jamais vu de renard semblable. Quelque part dans ces barins maudits de Dieu, Pug avait peut-être même découvert des arbres. Mais le pied noir et le bâton. Je me mis à courir. L'obscurité me sembla irréelle, pleine de mouvements délibérés. Je ralentis aussitôt.
un homme devait garder la tête froide. Il n'y avait rien qu'il ne puisse affronter tant qu'il refusait de se laisser gagner par l'excitation. Ce que Pug Davenport avait vu dans les Barrens, je me l'interdisais. Il n'avait rien vu, rien du tout. Je tournai vers la maison éclairée de Marcia Davenport et frappai à la porte. Marcia ouvrit, une rafale de vent projeta sur le sol de la cuisine une neige fine comme du sucre. Je me glissai à l'intérieur, refermai derrière moi et laissai mes yeux affamés se poser sur elle. D'une façon ou d'une autre, les plus belles images que mon esprit ait jamais créées n'égalaient jamais la réalité de Marcia. Et chaque fois que je me trouvais près d'elle, je me demandais pourquoi elle pouvait seulement envisager d'épouser un homme, moi ou un autre. Un dieu aurait été un compagnon plus digne de Marcia Davenport. Elle sourit et me dit d'enlever ma parka. Je restais appuyé contre la porte, le manteau battant autour de mes genoux. Un instant, je cherchais mes mots, me demandant comment annoncer doucement à Marcia que Pug était revenu et qu'il se livrait à une beuverie mémorable chez Herschel. Et le bon sens me sauva, comme souvent. Marcia ressemblait beaucoup à Pug, peu de peur et rarement de l'hésitation devant quoi que ce soit. Pug est de retour. Il est mal en point? Plutôt, oui. Tu ferais mieux de venir. Elle hocha la tête et passa dans une autre pièce et revint vêtue du magnifique parka en peau de renard que Pug avait fabriqué pour elle. Marcia sourit et passa son bras sous le mien d'un geste rassurant. Je marchais à ses côtés étrangement honteux de la panique qui m'avait figé. Avec Marcia près de moi, il semblait impossible que quoi que ce soit puisse mal se passer. Il y avait en elle quelque chose de profondément ancré, une force tranquille, inébranlable, que rien venant de l'extérieur ne semblait pouvoir troubler. Quoi qu'il arrive, Marcia saurait l'affronter. À cet instant précis, je pensais plus fortement que jamais que la jeune femme à mon bras représentait non seulement le sommet de la féminité, mais le sommet de l'humanité. Nous remontâmes la rue, Marcia inclinant la tête contre le vent, s'agrippant à mon bras pour garder l'équilibre. Nous arrivions presque à hauteur du saloon d'Herschel quand je ressentis une impulsion presque irrésistible de traverser la rue. Quelque chose était là-bas, quelque chose d'intensément magnétique. Je ne pouvais pas le voir, je pouvais seulement le sentir. Marcia fit un pas devant moi, me tirant par le bras, et finit par me lever un regard plutôt interrogateur. « Viens !»« Je dois aller là-bas. » Je fis un pas en avant, puis m'arrêtai net, luttant consciemment, violemment contre une sommation puissante qui m'attirait de l'autre côté de la rue. Je fis 2 pas en arrière. La pression se relâcha légèrement. Une main glacée sembla frapper ma colonne vertébrale, une haleine moite coulant dans mon cou. Je reconnus alors les symptômes. La peur, la terreur, la même que celle qui se lisait si clairement sur le visage de Pug Davenport. Je tentais d'appeler la raison à mon secours. Mais tout ce dont j'étais certain, c'était que même si je ne savais pas ce qui se trouvait de l'autre côté de la rue, je savais que c'était quelque chose dont il fallait avoir terriblement peur. « Viens, Pug est dans le saloon. »« Mais je dois traverser la rue !» Je criais encore, luttant pour chaque pas, faisant de mon mieux pour résister à cette force qui exigeait que je traverse la rue. Je la tirais presque de toute force vers le saloon. Après une dizaine de pas, nous semblâmes sortir de l'orbite de cette influence, tant la pression de ma main sur son bras avait été forte que nous trébuchâmes tous les deux dans la neige. Nous nous relevâmes et nous époustâmes. Marcia se retourna, perplexe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression là-bas que je devais traverser la rue. Des absurdités. Allez, viens. Nous atteignîmes le saloon. Joe Herschel n'avait pas d'enseigne, mais il laissait en hiver un ventilateur électrique tourner devant la fenêtre du bar pour empêcher le givre de l'eau pacifiée, afin que les passants puissent voir qu'il s'agissait bien d'un lieu de rafraîchissement. Je levai les yeux vers cette fenêtre et vis les visages d'Al Pettigrew et Moose Hyde Allen collés contre la vitre, les yeux écarquillés, les bouches grandes ouvertes. De toute évidence, ils venaient d'assister à quelque chose de terrifiant. Je pris soin d'entraîner Marcia dans l'autre sens en entrant, puis je m'approchai des 2 hommes figés devant la fenêtre. «
Qu'est-ce qui se passe? Herschel. Eh ben, quoi? Qu'est-ce qu'il a, Herschel? Il s'est envolé. Quoi? C'est vrai. Il disait qu'il allait chez Pete Gallagher chercher un jeu de gond, mais qu'il a traversé la rue, il s'est retourné, et il est parti dans l'autre direction, tout droit vers ce petit bâton noir qui était là. Il s'interrompit et avala sa salive. Il est resté debout une bonne minute, à se balancer d'avant en arrière, comme s'il allait tomber. Puis il s'est envolé. Ses pieds étaient à presque 60 cm du sol. Vous êtes fou. Je ne suis ni fou ni ivre. Le parka d'Herschel était tout froissé comme une fourrure de lapin prise dans la gueule du loup. Rien ne le portait, il flottait. Quelque chose sembla alors envahir la pièce. Une présence froide, inspirant la peur, sans forme ni contour, et pourtant indéniablement réelle. Je me retournai. Marcia était penchée sur son père, lui caressant la tempe d'une main, tandis que de l'autre elle éloignait doucement la bouteille de whisky. Pug tâtonna vers elle comme un enfant implorant. Elle lui accorda une courte gorgée. Et Pug s'effondra sur la table complètement ivre. Marcia s'assit en face de lui, et je revins vers eux. « Comment va-t-il »« Il ira bien, Georges. » Marcia sourit. Et je sentis de nouveau cette faiblesse étrange m'envahir. Est-ce qu'il t'a raconté quelque chose? Une histoire de pieds noirs et de bâtons. Il disait que je devais rester loin du bâton, sinon je ne pourrais jamais m'en aller. Je crois qu'il est plus épuisé que vraiment ivre. Oui, ça doit être ça. Chez nous, on appelait bushed out quelqu'un qui avait passé trop de temps dans les Barrens et en revenait un peu fou. Le contact avec les autres suffisait généralement à le remettre d'aplomb. Mais je savais que Pug Davenport n'était pas simplement épuisé. Et désormais, je savais aussi que là où il avait pris ses renards, il avait rencontré quelque chose. Quelque chose d'irréel, d'inhumain, qu'il était incapable de décrire à cause du brouillard de l'alcool. Et cette chose avait suivi Pug jusqu'à North City, et se nourrissait désormais d'êtres humains. Je me rendis à l'avant du saloon et regardai pensivement le 36 accroché sur son râtelier de bois de caribou au-dessus du bar. Al Pettigrew s'approcha de moi, les pas traînants. « Qu'est-ce que tu crois que c'est, Doc ?»« Rien du tout. » Au fait, qu'est devenu l'attelage de Pug? Ils ont filé dans la rue, le traîneau derrière eux, en hurlant comme des banshees. Doc, il y a vraiment quelque chose dehors. Vous allez arrêter avec ces idioties. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dehors? Moi, je l'ai vu. Tu me rouleras pas. Je l'ai vu. Vu? Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Voilà. Alors ne va pas répandre des rumeurs de fous. Je décrochai le 36 d'Herschel et sortis sur le perron. Mon intention était de me poster là et de pulvériser le bâton avec une balle à pointe molle. Mais quand je regardais, le bâton n'était plus là. Il n'y avait pas non plus la moindre trace de la force qui avait tenté de nous attirer, Marcia et moi, de l'autre côté de la rue. Prudemment, le fusil épaulé, j'avançai jusqu'à l'endroit où le bâton se trouvait. Une odeur étrange et musquée flottait dans l'air, vaguement semblable à celle d'un carcajou excité. Lentement, pas après pas, je continuais d'avancer. La neige tombait en fine grêle dure, balayée par le vent, mais elle avait déjà effacé l'endroit précis où le bâton avait reposé. Je m'arrêtai net. Devant moi, il y avait une demi-douzaine d'empreintes longues et triangulaires, presque exactement comme celles qu'un canard laisserait dans la boue. Sauf que ces traces étaient plus longues que mon propre pied, et proportionnellement plus larges. Je poussai un cri étouffé et levai le fusil, cherchant quelque chose à viser. Mais il n'y avait rien. Rien sinon cette odeur musquée et ces empreintes qui se perdaient dans la neige balayée par le vent. Je me retournai lentement. Je vis la fille de Sweet Thomas sortir de sa maison à l'extrémité de la rue. Une jeune fille mince avec la coloration de son père et l'acceptation patiente de sa mère face à tout ce que la vie apportait.
Lorna Thomas tourna soudain la tête, puis traversa la rue. Elle s'arrêta. Elle se balança d'avant en arrière, dangereusement, près de tomber, mais se redressa à chaque fois. C'est alors que je vis le petit bâton noir. Il se trouvait juste entre ses pieds. Je hurlai et me mis à courir aussi vite que je le pus. Mais avant même d'avoir parcouru la moitié de la distance, je vis Lorna Thomas s'élever dans les airs. Son parka se froissa comme si quelqu'un la tenait fermement. Le petit bâton noir se trouvait de l'autre côté, flottant dans l'air à près d'1 mètre du sol. Je tombai à genoux et épaulai le fusil. Mais aussitôt, l'inanité de ma position s'imposa à moi. Il n'y avait rien à viser. Rien, sinon la jeune fille suspendue dans le vide et le petit bâton noir. Je pris une visée approximative entre les deux et pressai la détente. Un rire creux, moqueur, monta au-dessus du vent hurlant et me revint. La chose qui portait Lorna Thomas se mit à courir, si vite que je fus incapable de la suivre des yeux. Je tirai encore et encore. Je courus aussi vite que je pus, mais je ne trouvais que la ligne de ces immenses traces de canards qui s'effaçaient une fois de plus dans la neige balayée par le vent. Quand je revins en saloon, j'étais profondément secoué. Pendant quelques secondes, une hystérie sauvage menaça de m'emporter. J'attrapai une bouteille, en bus une longue gorgée et l'abattis violemment sur le bar. Al Pettigrew s'approcha en traînant des pieds. « Je te l'avais dit. Il y a quelque chose dehors, pas vrai ?» Ce fut cette phrase, plus que tout le reste, qui me ramena à la raison. Al Pettigrew était un de ces produits sans nom que l'on trouve dans le Nord comme partout ailleurs, le fruit d'un père qui ne l'avait jamais vu et d'une mère qui ne l'avait jamais voulu. Son visage mou et flasque était un masque de terreur abjecte. Moi, issu d'un foyer cultivé, formé par la meilleure science que l'homme puisse offrir, j'étais censé valoir un peu mieux que cela. Oui, il y a quelque chose dehors. Maintenant, tais-toi. J'essayais une fois encore de faire appel à la raison. Je passais en revue, pour les accepter ou les rejeter, toutes les règles et théories scientifiques que j'avais jamais apprises, et en inventant même quelques-unes sur le moment. Mais rien ne s'appliquait, il n'existait aucun précédent. Tout ce que je savais, c'est qu'un monstre était parmi nous, un monstre doté d'un piège qui paralysait ses victimes. Le piège, au moins, était plus facile à comprendre. Il devait s'agir d'un métal possédant une attraction magnétique extrêmement puissante sur la chair vivante. Certains néoglobes présentaient des propriétés similaires. Il était possible que ce fût une variété inconnue de ce genre de matière. La créature qui le portait devait avoir une forme et une substance, mais une pigmentation invisible à l'œil humain. Une chose était certaine, à moins de trouver un moyen de l'arrêter, tous les habitants de North City étaient condamnés. Et lorsque la chose en aurait fini avec North City, il ne lui resterait plus qu'à descendre vers le sud. Je retournai vers Marsha. Mais elle était toujours assise auprès de Pug, à présent plongée dans l'obscurité plus profonde de la nuit arctique, tandis que les lumières du saloon brillaient d'un éclat dur. Marsha avait plié son parka pour en faire un oreiller et l'avait glissé sous la tête de son père, et Pug ronflait. « Il va bien ?»« Oui, il va bien, » répondit Marsha en me souriant. Et de nouveau je me sentis faiblir. Il n'a pas dormi depuis au moins 2 semaines. Alors laisse-le se reposer. Il peut passer la nuit sur sa chaise, mais toi, tu ne devrais pas t'allonger. Il y a un lit de camp dans l'arrière-salle. Non, merci. Je vais rester avec lui, j'ai l'habitude. Je hochai la tête. Je retournai à l'avant du saloon, reconnaissant pour la première fois que Marsha ait été si absorbée par son père qu'elle n'ait presque rien remarqué d'autre. Al Pettigrew et Moose Hyde Allen me regardèrent d'un air inquiet pendant que je plaçais le fusil sur mes genoux et tirais une chaise devant la porte. Si quoi que ce soit franchissait cette porte, j'étais décidé à ce que cela passe sur mon cadavre avant d'atteindre la jeune femme à l'arrière. « Tu prends ça sacrément au sérieux ?» me dit Moose Hyde. « Allonge-toi, essaie de dormir. On va avoir du travail demain. » « Si tu le dis. » Toute la nuit, je montais la garde devant la porte, le fusil armé sur les genoux.
Cela me semblait irréel, presque ridicule. Moi, George Mallory, assis avec un fusil, attendant quelque chose que je ne pouvais pas voir. À mesure que les heures s'itéraient, cela me parut encore plus absurde, et toutes les pensées de la nuit précédente encore plus folles. Il devait bien exister une explication plus raisonnable. La mince lumière grise du jour se glissa enfin dans la salle, et je crois que c'est à ce moment-là que je m'assoupis. Je fus tiré de mon sommeil par une bourrasque glacée en plein visage. Je bondis sur mes pieds. Moorside était assis sur le bar, les jambes ballantes, l'air nonchalant. Je regardais au fond de la salle. Pug était toujours affalé sur sa table. « Où est Marcia ?»« Elle a dit qu'elle allait chercher quelque chose de chaud à manger pour Pug. »« Ah, quand est-elle partie ?»« Il y a peut-être 2 minutes. » Je me précipitai vers la porte et l'ouvris à la volée, juste à temps pour voir Marcia Davenport de l'autre côté de la rue. Elle se tenait debout, immobile, directement au-dessus du petit bâton noir. Elle se pencha en avant jusqu'à ce que sa tête frôle presque la neige, puis se redressa. Je haletai et fis un pas vers elle, mais au même instant, je la vis s'élever dans les airs. Elle commença à flotter, s'éloignant lentement, le petit bâton noir flottant à ses côtés. Je sentis un froid mortel m'envahir. Si Marcia Davenport ne survivait pas à cela, je savais que le monde n'aurait plus rien à m'offrir, qui vaille la peine d'y rester. Et pourtant, je ne me lançais pas à sa poursuite. Je pensais plus vite et plus clairement que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Je courus à l'arrière-salle et giflai Pug Davenport en pleine joue. Il marmonna et tourna la tête. Je le giflai, encore et encore. Et quand ça ne suffit pas, je pris un seau d'eau glacée et je lui vidai sur la tête. Pug ouvrit lentement les yeux et cligna des paupières. « Pug, écoute-moi, le pied noir et le bâton, ils ont pris Marcia. » Jamais je n'avais vu une transformation si fulgurante chez un homme. Pug bondit sur ses pieds. Il n'y avait plus aucune trace de peur en lui, pas la moindre hésitation. À cet instant précis, je fus fier d'être un être humain. Ce petit homme brisé était revenu des Barrens terrorisé par ce qu'il y avait vu là-bas. Mais lorsque la même chose s'en prenait à sa fille, il oubliait toute peur. Il arracha le fusil de mes mains et se rua dehors. Bien que mes jambes fussent plus longues que les siennes, j'eus peine à le suivre. Dès que nous fûmes dehors, une odeur âcre de musc d'hermine flottait dans l'air. Un son étrange demeurait suspendu dans le vent, une exclamation creuse, une parodie de cri de chasseur qui vient d'abattre un gibier exceptionnel. Il y avait les fameuses traces de canard, ces marques triangulaires immenses dans la neige. Si je prononçai une prière en cet instant, ce fut pour remercier le ciel qu'il n'y ait pas de vent ce matin-là pour les recouvrir. Nous quittâmes la ville en courant, nous arrêtant là où la chose avait marqué le sol, reprenant notre course aussi vite que possible. À environ un demi-mile de North City, presque à portée de voix, nous arrivâmes devant une congère. Quelque chose de gigantesque et de puissant avait entassé la neige à cet endroit. Et là, pendu contre ce mur blanc, je vis des choses qui m'arrachèrent un gémissement d'horreur. Les peaux de Matt Brazel, de Joe Herschel et de Lorna Thomas, étendues sur la neige comme nous étendions les peaux de renard. Devant elles, jetés pêle-mêle, gisaient leurs corps nus et gelés. Un trappeur qui chassait les peaux humaines comme nous chassions celles des bêtes. Je vis Marcia. Elle était suspendue, la tête en bas contre la congère. Le petit bâton noir reposait au sommet du monticule et ses pieds semblaient la retenir. Il n'y avait absolument aucune trace de quoi que ce soit d'autre, et pourtant je savais que cette chose était là. Je le sus au cri rauque, terrible, animal qui jaillit de la gorge de Pug Davenport. Pug se jeta à genoux et épaula le fusil. Moi, je ne voyais toujours rien, mais lui, il visait, avec calme. Il pressa la détente. Le coup partit, et au même instant, une fine pulvérisation jaillit de la congère. Marcia glissa le long de la neige, rampa sur quelques mètres, puis se releva et courut vers moi. D'autres gerbes de neige éclatèrent. Il y eut un violent tumulte, comme si une bête gigantesque se débattait dans son agonie derrière la congère. Pug tira encore, et encore une fois. Un cri sauvage déchira l'air. Je vis une ligne d'empreintes de canards surgir et foncer droit vers nous.
Pug tira une nouvelle fois, arma le fusil d'un geste sec et se lança en avant pour affronter ce qui s'opposait à lui. Une immense tache de sang s'étala sur la neige. J'entendis Pug halter, le vis projeter en arrière et retomber lourdement. Sa gorge semblait se contracter d'elle-même, ses yeux sortaient de leurs orbites, un râle affreux jaillissait de sa bouche ouverte. Je me précipitai et reçus un coup terrible qui me projeta à terre. Quand je repris mes esprits, Pug Davenport gisait immobile, dans la neige. La ligne d'empreinte, désormais fréquemment éclaboussée de sang, s'éloignait en titubant à travers les Barrens. Je les vis atteindre la Ship River. Un dernier cri épouvantable flotta jusqu'à nous tandis que la glace se brisait et que les eaux glacées du fleuve s'ouvraient pour engloutir la chose. Je cherchais alors des yeux le petit bâton noir. Il n'était plus là. Marsha avançait vers moi comme une somnambule qui s'éveille lentement. Elle regarda Pug, et je vis la douleur traverser son visage. Puis, presque aussitôt, je la vis la maîtriser. Elle secoua la tête. Que s'est-il passé? Je suis sorti du saloon et après, je ne me souviens plus de rien. Je détournai les yeux vers le trou noir, béant dans la rivière, où la chose avait disparu. Avec effort, j'arrachai mon regard à cette vision et le reposai sur Marsha. La force me revint. Avec elle, le bon sens. Je plongeai mon regard dans le sien, prêt à tout pour l'empêcher de se retourner et de voir ce qu'il restait des 3 êtres humains pris par la chose. Marsha, quand le chagrin s'éteint, que la fierté la remplace. North City vit parce que Pug Davenport est mort. Je n'osais pas continuer. Dire la vérité aurait risqué de lui faire douter de ma raison, et à cet instant, je doutais presque de la mienne. Mais lorsque Marsha s'avança, enfouit son visage contre ma poitrine et se mit à pleurer, alors je sus. Je sus qu'enfin Marsha Davenport s'était donnée à moi, que du bonheur et de la lumière jaillirait un jour des graines semées par la mort et la terreur. Je regardai une dernière fois les empreintes et les grandes éclaboussures de sang dans la neige. Le vent les recouvrirait. La Ship River ne rendait jamais ses morts. Je serrai Marsha un peu plus contre moi, et pour la première fois, je regardai le visage de son père. Il semblait paisible, presque heureux. Je bénis la pensée qui m'avait fait réveiller Pug Davenport et l'envoyer sauver sa fille. La chose n'avait aucune couleur perceptible par des yeux normands, mais les yeux de Pug étaient les seuls à North City qui ne réagissaient pas normalement à la couleur. De tous les hommes qui avaient vécu là, il était le seul à avoir été totalement daltonien. But I lost the plant fiber. 500. Oh no. Okay, we have some health for you. What is what the fuck is this? Where's the box maker? I read box maxer. Is this the only box I can create? Oh, we unlock. Okay, we box. How do I make the box though? Is it in the construction hammer? Repair hammer? Oh god. There's too many hammers already! Oh no, I don't have twine. No. Guys, can I reload before I lost my 500 plant fiber? Bast. I have a feeling that this game is not very underrated. Oh,
Nice, the baby and the mommy. Oh, that looks so weird, Juju. Are they getting bigger? Soon there's gonna be dinosaurs. You guys, I just need to remind you guys that I do have to do a sponsored segment of this game in a little bit, but soon as that's done, I'll come back to the game, okay? I cannot change the time of the sponsored segment, but we'll come back to this game right after. Not this game. Yeah, we are going to be playing a different